et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on vous propose un épisode aussi fort que peu connu, celui d'un allaitement qui recommence plusieurs mois après s'être arrêté. On parle ici de relactation, un processus par lequel une maman peut relancer sa production de lait après l'avoir partiellement ou totalement arrêtée. Cela peut prendre du temps, demander de la patience, du soutien et parfois beaucoup d'émotions. Salma, notre invitée du jour, est maman de jumelles. Après un allaitement mis en pause, elle décide de tenter une relactation lorsque l'une de ses filles casse sa courbe de croissance à 6 mois. Elle se lance alors dans un véritable défi, stimuler de nouveau sa lactation, remettre ses bébés au sein, utiliser le tire-lait, adapter son quotidien, pour retrouver ce lien lacté qu'elle pensait perdu. Dans cet épisode, elle nous raconte ce parcours à la fois physique et émotionnel, les raisons de ce choix, les étapes concrètes de la relactation, les hauts, les bas, et ce que cette aventure a changé dans sa maternité. Un témoignage rare, précieux et profondément inspirant. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour Salma, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour à vous deux. Pour commencer, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton métier, de ton histoire d'allaitement ou pas. Et de toute façon, on va revenir tout au long de l'épisode. Alors moi, je suis Salma, je suis maman de 3 filles et belle-maman d'une fille. Donc ma belle-fille, elle a 10 ans, ma grande-fille, elle en a 6 et mes jumelles, 1 an et demi. Je suis pharmacienne, mais je suis maintenant coach et thérapeute aussi pour les femmes enceintes ou les femmes en désir de grossesse depuis quelque temps. Et dans notre famille, on est très proches, on aime bien passer du temps ensemble, enfin, on est très cocooning, quoi. Voilà, si je peux décrire ma famille, c'est ça ce que je dirais. D'accord. Et est-ce que tu as allaité ta première fille ? Oui, j'ai allaité ma première fille. Ça s'est très bien passé l'allaitement, j'ai gardé un super souvenir, les débuts ont été simples, ça a été une évidence pour moi, c'est-à-dire je ne me suis pas demandé si j'allais le faire ou pas, pour moi j'allais le faire et ça s'est super bien passé. Je l'ai allaité jusqu'à ses 6 mois. Et puis après, petit à petit, j'ai arrêté parce que j'ai repris le travail et que voilà, la vie a fait que. Oui, j'ai allaité ma première et ça s'est vraiment super bien passé. En tout cas, je garde un très bon souvenir. Quelques années après, c'est ce que je peux en dire aujourd'hui. D'accord. Et alors aujourd'hui, on t'a fait venir principalement pour parler de ta seconde expérience d'allaitement. Bien que toutes les expériences soient extraordinaires, là on est sur de l'extraordinaire. Donc après ta fille, tu as eu des jumelles. Ça s'est passé combien de temps après ? Alors, ma fille, elle a 6 ans, mes jumelles, elles ont 1 an et demi, donc c'était 3-4 ans après. Initialement, ce n'était pas très prévu, les jumelles, pour tout vous dire. Et puis bon, après, la vie a fait que. Donc mes jumelles, alors, la grossesse s'est plutôt bien passée, je dirais, pour une grossesse gémellaire. Ça n'a pas été simple, mais ça va, je dirais. Quand on va savoir après ce qui s'est passé après, la grossesse, c'était vraiment que le début. Pour mes jumelles, du coup, l'accouchement a été très difficile, a été extrêmement difficile. C'était même une épreuve pour nous. J'ai accouché à 34 semaines d'aménorrhée, donc ce qui n'est plutôt pas mal pour des jumelles quand même, mais ce n'était pas top pour l'accouchement parce que juste avant, moi j'ai commencé à avoir des complications avec la tension qui monte, donc j'ai été hospitalisée. Bon, jusque là ça va. Et après, l'accouchement césarienne programmée. Et au moment de l'accouchement, donc je vois mes filles et une de mes filles, elle avait un retard de croissance intra-utérin, mais qui n'était pas diagnostiqué. C'est-à-dire, on pensait avoir
deux gros bébés, enfin en tout cas plus gros que ce que nos bébés à la naissance, et puis ce n'était pas le cas, donc ça a été un choc quand même. Ça a été vraiment très très difficile. Et du coup, ils sont partis avec les bébés. Moi, j'étais restée au bloc. Et ça a été compliqué. Ça fait voilà que mes débuts avec mes jumelles n'ont pas été très faciles. J'ai pu voir une de mes filles quelques heures après l'accouchement, et ma fille qui avait un retard de croissance, je ne l'ai vue que le soir. Et puis quelques temps après, on m'a dit que je les avais vues à la naissance, sauf que je ne me rappelle pas. Enfin, j'étais vraiment pas très bien, donc je ne me rappelais pas de tout en fait. Et quand tu étais enceinte de tes jumelles, tu te projetais dans un allaitement ou tu te disais on verra? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as appris la grossesse gémellaire par rapport à l'allaitement? Je me disais, on verra ce qui se passera, parce que c'est ce que j'ai fait pour ma première fille, où je me suis dit, on verra comment ça se passera, on verra à l'instant T. Et comme ça s'est très bien passé pour ma fille, c'est vrai, je l'ai senti tout de suite. Enfin voilà, je n'ai pas eu d'appréhension. Je me suis dit, pour mes jumelles, bah, ça fera pareil. Ou peut-être pas, mais je ne me suis pas trop mise la pression sur ça. Malgré que, voilà, c'est vrai que tout le monde me posait la question, est-ce que tu vas les allaiter quand même de bébé, c'est pas rien et tout ça. Et je me disais, on verra. On verra comment ça se passera à l'instant T. Et donc à l'instant T, donc elles naissent prématurées, dont l'une avec un retard de croissance intra-utérin. Vous êtes séparés à la naissance. Qu'est-ce qui se joue là, du coup, vis-à-vis de tout ça? Comment ça se passe? Alors là, du coup, ça a été très très compliqué pour moi. J'ai fait aussi un baby blues juste après. Du coup, je n'ai pas allaité. Je me suis dit, je ne vais pas le faire parce que c'est vrai que le retard de croissance a été un choc pour nous, pour mon mari et moi. C'est surtout parce qu'on ne s'y attendait pas. Vraiment, on a eu tellement peur. Enfin, c'était extrêmement difficile pour nous. Et à cet instant-là, je me suis dit, je ne vais pas allaiter. Alors, c'est ce que je me suis dit à l'époque, je n'allaite pas parce que ma fille, elle est petite, et si jamais je n'ai pas assez de lait, si jamais je prends des risques pour elle, si jamais je n'y arrive pas, il y a deux bébés, j'avais un baby blues qui arrivait, j'étais en hyper-vigilance la nuit en me disant, enfin voilà, en cherchant mes bébés quelque part. Et c'est vrai que ça ne l'a pas aidé. Et c'est vrai que les soignants aussi m'ont dit de ne pas le faire. Alors, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est de la mienne. Hein. Donc, à l'époque, c'est ce que je pense maintenant avec beaucoup de recul. Mais j'étais vraiment dans une situation où je me suis dit que je n'allais pas le faire pour les bébés, mais aussi pour moi. Parce que je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Voilà, ça va être trop compliqué. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. Et donc, mon médecin m'a donné du Dosinex parce que pour ma première, la montée de lait s'est faite facilement. Et je pressentais que j'allais avoir une montée de lait, que ça allait bien se passer si jamais je voulais allaiter. Mais comme j'avais peur de ça, donc j'ai pris le traitement alors presque tout de suite après, quoi. Enfin, je crois 24 heures après l'accouchement. D'accord, alors le Dostinex, c'est plus... C'est la cabergoline. Ouais, c'est plus... Oui, c'est la un médicament. cabergoline. On l'utilise encore, mais c'est assez rarement prescrit, mais dans des cas particuliers, du coup, comme toi, pour bloquer vraiment une montée de lait, on peut le donner. Oui. Ouais. Voilà, après, bon, c'est sûr, bref, on ne va pas développer là, mais c'est le prenez pas toute seule. Ouais, voilà. Et pour revenir sur le retard de croissance, qu'on ne l'avait pas vu en anténatal, et ben en fait, c'est possible parce que déjà, il y avait deux bébés, donc deux estimations possibles. Des fois, en fonction des positions, etc., de la sonde, des bébés, c'est toujours difficile. Et c'est toujours approximatif. Le poids, ça peut varier de 500 grammes quand le bébé naît. Donc, la taille, pareil. Donc, en fait, c'est des grosses fourchettes, des gros intervalles. Donc, bien sûr que c'est possible de pas l'avoir détecté avant. Donc du coup, leur début dans la vie se lance avec un biberon. Est-ce qu'elle rattrape son retard de croissance? Alors j'ai une de mes filles qui rattrape son retard de croissance avec les biberons, ça se passe plutôt bien. Mais une des jumelles ne rattrape pas. Donc elle reste vraiment largement en dessous des courbes, mais elle suivait sa courbe. C'est-à-dire quand même, elle continuait à grandir. À 3 mois, j'ai eu une montée de lait quand même qui est arrivée. Je ne savais
pas trop quoi faire de cette montée de lait, du coup, parce que je savais pas si j'allais allaiter. J'avais quand même peur de ne pas y arriver. J'avais peur au niveau de l'organisation avec les jumelles, avec les 2 grandes. Et finalement, je reprends du Docinex. Enfin, on me donne du Docinex pour l'arrêter de nouveau. Donc cette deuxième montée de lait aussi. Donc deuxième chance pour allaiter. Je reprends du Docinex. Je ne saisis pas cette chance-là parce qu'à l'époque, c'était très fatigant. Les débuts avec des jumeaux, c'était très très fatigant. J'avais peur de ne pas y arriver, honnêtement, au niveau de la fatigue, de l'énergie. Mais attends, du coup, je te coupe 2 secondes, mais du coup, à 3 mois, t'as du lait, comme ça. Oui. C'est fou. La Parce nature que t'envoie un petit message, tu je pense. tellement de peau à peau doublé. Ouais, En fait, c'est le pot à pot parce que en fait, ma fille qui avait un retard de croissance, dès la naissance, elle était contre moi tout le temps. Et comme on soupçonnait qu'elle avait du reflux ou on soupçonnait qu'il y avait quand même un problème quelque part, donc pour qu'elle puisse garder tout ce qu'elle mange, il fallait la garder verticale contre nous. Donc en fait, elle vivait contre moi tout le temps. Donc j'avais tout le temps un bébé contre moi. Enfin, mon bébé était tout le temps contre moi en mode de peau à peau. Je pense que c'est peut-être ça qui a... Ouais, c'est magique, c'est sans succion, c'est la force de ça, c'est fou. Ouais, mais bon, j'étais stimulée H24 quand je vous dis, quand je te dis elle est contre moi tout le temps, la nuit aussi. C'est-à-dire, elle n'était pas posée dans son lit. Elle était tout le temps contre moi dans une écharpe. Enfin voilà. Donc, d'où la deuxième montée de lait. Donc, je ne la saisis pas. Cette montée de lait aussi. Donc, je prends le traitement, on l'arrête. Et puis à 6 mois, ma fille, elle casse sa courbe, elle ne rattrape pas son retard. Et là, c'est le stress total. On ne sait pas ce qu'il a. On me dit que c'est du reflux, donc on la traite pour du reflux parce qu'elle vomit tout ce qu'elle mange en fait. Les laits, on a tout essayé. Tout le rayon pharmacie de lait, on a tout essayé. Ça n'a pas fonctionné non plus. On n'arrive pas à trouver comment la nourrir. Et là, je me rappellerai toujours de ce fameux samedi où je dis à mon mari, je dis bon, bah là, c'est un signe hein, quand même. J'ai arrêté 2 montées de lait. Là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je vais à la pharmacie, je vais me prendre un tire-lait et on y va. Donc, il m'a regardé avec des gros yeux parce que ça, pour le coup, il m'a dit ça, je ne m'y attendais pas. Je ne lui en parlais pas. On était tellement pris dans d'autres choses qu'on ne discutait pas forcément de ça. Et là, je sors, je vais à la pharmacie, je prends un tire-lait et puis go, quoi. Je commence les protocoles. Ça te trottait déjà dans la tête de te dire que tu allais les allaiter? Oui, je me disais peut-être la solution est là. En fait, je me disais, ma fille, en fait, voilà, on a tout soupçonné, on nous dit qu'elle est allergique, sauf que on a tout testé, il n'y a rien qui fonctionne. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas la laisser comme ça, ce n'est pas possible. Et je me suis dit, ça, il faut que ça fonctionne. Voilà. Elle buvait pas ses biberons, en fait, elle les gardait pas? Non, elle ne les gardait pas. Elle arrivait à boire et elle vomissait tout. Donc, Ok. Et c'est quand même fou, c'est que souvent, quand on allaite et qu'il y a une cassure de la courbe du poids, on se retrouve avec des mauvais conseils qui nous disent de arrêter l'allaitement. Arrêter l'allaitement, on rajoute des biberons. Et toi, t'as fait l'inverse. Toi, t'as une cassure de poids et tu dis, bah non, en fait, je vais arrêter le biberon. Exactement. Je me suis dit, c'est ce qu'il faut pour ma fille. Je ne sais pas, j'ai eu l'intuition, j'ai eu la sensation. Je me suis dit, en tout cas, voilà, il faut que je teste ça parce qu'on a vraiment tout testé et c'est vrai que les médecins, bon, alors on cherchait, mais on avait du mal, on ne trouvait pas quoi, on ne savait pas ce qu'elle avait. Alors on l'a su plus tard, je vous dirai après, mais entre-temps, voilà, j'ai testé cette option de l'allaitement. Là, à ce moment-là de l'histoire, tes bébés ont 6 mois, c'est ça? Oui, mes bébés ont 6 mois à ce moment-là de l'histoire. Et petite question, est-ce que en voyant ces courbes de poids, tu culpabilisais de ne pas l'allaiter justement? Oh oui. Ah mais j'ai culpabilisé tout le long. J'ai eu un sentiment que je n'ai pas fait mon boulot, mon job. J'ai eu un sentiment de ne pas m'occuper comme il faut de mes filles. Il a été beaucoup plus difficile qu'avec ma fille que j'ai allaitée. Donc c'est vrai que du coup j'ai fait beaucoup plus de peau à peau. J'ai fait plus fusionnelle avec elle pour être présente, un peu comme si je voulais compenser quelque chose parce que maintenant, avec beaucoup de recul, oui, c'est quelque chose qui m'a travaillé tout le long, en fait, de ne pas avoir allaité, de me dire j'aurais dû le faire, j'aurais dû être plus courageuse, j'aurais dû
voilà, je me suis dit ça après pendant très très longtemps. Donc là, tu reviens avec ton tirelet et qu'est-ce que tu mets en place? Et là, et là go, donc j'ai vécu avec un tirelet sur les seins pendant des mois. Donc au tout début, j'avais le gros tirelet qu'on branchait et tout ça, et puis après très vite, je suis passée sur un tirelet avec les mains libres parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants au même temps. Et là, j'ai fait le protocole le marathon tirage, là le power pumping. Enfin, en fait, j'ai fait de la bibliographie, quoi. J'ai regardé sur les publications, sur les femmes sur qui ça a marché. J'avais fait ça en amont. Et puis après, j'ai fait le protocole de 5-10 minutes, 10 fois par jour, avec le minimum de 45 minutes entre chaque tirage. Et la nuit, je me levais pour... voilà, soit j'étais levée pour mes bébés, sinon je me mettais un réveil pour le faire en laissant un maximum de 5 heures enfin, voilà, de sommeil. Et j'ai fait ça tout le long. Donc, j'ai fait ça vraiment avec beaucoup de rigueur. C'est vrai, hein, j'ai pas manqué un seul tirage. Ça a été très, très difficile parce que du coup, j'ai quand même 4 enfants. Bon, par contre, avec le tirelet main Nomade. libre, enfin Ouais. voilà, je pouvais, voilà, nomade, je pouvais quand même, enfin, je m'occupais de mes enfants avec un tirelet, même, je faisais mes courses avec un tirelet. Je me rappelle aussi d'un de mes voisins qui m'a croisé dans la rue. J'avais mon tirelet qui faisait bouh, bouh, bouh. Enfin là, je me disais, ouh là là, il doit se dire, mais elle est complètement folle. Ouais, en fait, voilà, j'ai fait ça partout. Mon tirelet me suivait partout et je vivais avec. Après, pour revenir sur le tirelet, c'est un peu ma passion, le tirelet nomade. Et en vrai, je pense qu'il y a que je pense qu'il y a toi, tu l'entends parce que tu sais, t'es en train de tirer. Mais je suis pas sûre que quand les gens sont à une certaine distance, l'entendent vraiment ou font vraiment attention parce qu'ils regardent pas forcément ta poitrine, etc. Donc, je pense que c'est nous, en fait. Je pense qu'on fait une fixette dessus. Oui, mais... c'est nous parce qu'on. Mais après, je me suis dit bon bah voilà, je le fais, je sais pourquoi je le fais. Donc je sortais avec, hein, j'allais faire mes courses avec, je vivais avec mon tirelet, je respectais mes horaires et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Et là, quand j'ai vu les premières gouttes de lait, franchement, je me disais non mais, enfin, c'était incroyable. C'était incroyable, je me disais, parce que tout le long, il faut s'accrocher parce qu'on ne voit pas le résultat. On tire sans lait, je vois que les seins changent, je sens que je change. Mais voilà, quand j'ai vu les premières gouttes là dans le tire-lait, ça c'était vraiment magique. J'étais trop contente. Et est-ce que Voilà. tu t'es fait aider médicalement ou par un pro de santé ou par une IBCLC? Est-ce que tu as été accompagnée dans ce protocole ou pas du tout? T'es partie toute seule? Je l'ai fait seule. Alors je l'ai fait seule parce que j'ai fait beaucoup de bibliographie, je me suis renseignée et je suis professionnelle de santé, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans seule en suivant vraiment le protocole. D'accord. T'as pas pris de médicaments? Non, je n'ai pas pris de médicaments. Que de la stimulation. Alors j'ai pris du cumin quand même. Enfin dans mes plats, je rajoutais du cumin. J'ai pris du fenugrec un peu, mais c'était pas forcément voilà très régulier ou. D'accord. Oui, c'était en plus, mais ça faisait pas partie de c'était en plus, oui. Donc, à 3 semaines, tu as quelques gouttes. Qu'est-ce que tu fais de ces quelques gouttes? Alors, ces quelques gouttes, je mets de l'eau et je les donne à mes filles. Ouais. Donc, tout ce que j'ai tiré, je l'ai donné du coup à mes filles. Je n'ai pas perdu une goutte parce que je me dis c'est précieux tout ce que je peux leur donner. Et puis petit à petit, ces gouttes se transforment en millilitres, se transforment après en 10 millilitres, après en 20 millilitres. Et après, vers la fin, quand ça commençait vraiment à fonctionner, je suis arrivée à 150 millilitres par jour. C'était mon objectif parce qu'elle avait à l'époque ma fille 6 mois. Et je me suis dit, si j'arrive à tirer pour mes 2 bébés, je donnerai aux 2 bébés. Sinon, surtout ma fille qui ne grandissait pas, mais qui arrivait à donner un peu aussi à sa sœur. Mais au moins, j'avais un biberon par jour de lait qu'elle supportait. Et c'était le seul aliment qu'elle ne vomissait pas. Ouais. Est-ce que tu envisages à un moment de la mettre au sein ou pas? Alors, j'ai essayé de les mettre au sein, les deux. J'ai essayé avec les deux, mais ça a été difficile parce qu'à 6 mois, même pour elle, elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, voilà, c'était. Après, j'ai essayé avec
Je me rappelle plus, enfin Le DAL, un dispositif DAL allaitement. Non, des bouts de sein peut-être. Voilà, voilà, c'est ça, avec des bouts de sein et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé les tire-laits, mais je les gardais beaucoup dans les bras. Au moment où je tirais mon lait, j'essayais vraiment de faire beaucoup de peau à peau. Je les avais à proximité tout le temps. Donc, je me suis dit, ça va me stimuler aussi et maintenir la production de lait, quoi. Voilà. Et donc, tu tirais un biberon par jour que tu lui donnais. La courbe, elle est remontée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, la courbe est remontée, elle regrossit, elle regrandit, mais ce n'est pas suffisant. Donc, et là, on se dit, il y a peut-être autre chose, mais en attendant, c'est le seul lait qu'elle supporte. Même, je dirais presque, c'est le seul aliment qu'elle ne vomit pas. Oui, parce qu'elle est diversifiée à ce moment-là, en fait. Enfin, t'as commencé... Oui, oui, voilà, elle est diversifiée, donc elle vomit beaucoup, mais le lait, elle ne le vomit pas. Donc, franchement, c'est très bizarre parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Et après, par la suite, il y a un moment, donc les gastrologues, enfin les gastro-entérologues, ont approfondi les examens. Et là, on a trouvé ce qu'elle avait. En fait, elle avait une malformation congénitale, mais qui n'a pas été diagnostiquée également, où elle avait l'estomac qui était au-dessus du diaphragme. Alors, c'est comme une hernie diaphragmatique, mais ils n'ont pas pu l'étiqueter complètement comme ça. Donc, en fait, ça expliquait tout. Mais voilà, ça expliquait toutes ces difficultés, et à 1 an, elle se fait opérer. Et donc il y a tout qui se remet en place. Et puis là, il y a la courbe qui reprend bien comme il faut. Donc elle n'a pas tout rattrapé jusqu'à aujourd'hui, mais elle a vraiment bien récupéré. Et c'est vrai que pendant ces 6-7 mois, en fait, le lait maternel, c'est pour dire, c'est le seul aliment qui pouvait passer, même dans ce contexte-là. Parce que pour le coup, il y avait a priori je mets des guillemets, mais une malformation physique qui lui empêchait de garder les aliments, et pourtant le lait maternel, il reste. C'est beau ça. Le lait maternel, il reste. Oui. Après, je sais pas si on a une explication. Enfin, on sait qu'il est souvent digéré plus vite, il passe plus vite aussi. Voilà. A priori, ça serait ça. Moins vu que c'est digéré. Mais c'est fou, c'est incroyable. Bah, c'est bien, c'est que pendant du coup ces 6 mois, il y avait au moins ça, du coup, que tu étais la seule à pouvoir la nourrir. Bah, bravo, vraiment. Et ça aurait pu être diagnostiqué plus tôt ou... Alors peut-être. Ouais, vous avez tâtonné. Oui, ça aurait pu. On a tâtonné. C'est vrai qu'elle était bien suivie, donc il y avait toute une. Enfin voilà, il y avait beaucoup de spécialistes autour. Mais c'est vrai qu'elle est passée. En fait, ils nous ont dit normalement, c'est diagnostiqué beaucoup plus en amont. Mais comme on faisait beaucoup trop de peau à peau, elle était contre nous tout le temps, donc ça lui permettait quand même de grandir. Donc le tableau clinique n'était pas très très clair. C'est-à-dire si on n'avait pas fait tout ça, elle se serait dégradée peut-être beaucoup plus au tout début et on aurait poussé un peu plus les examens. Mais comme elle était maintenue, qu'elle a récupéré sa courbe, bon, après c'est comme ça, c'est son histoire, c'est notre histoire, mais oui, ça aurait pu être diagnostiqué avant. Oui, après, toi, par tout ce que tu as fait, tu l'as maintenue complètement en vie. C'est incroyable, de se dire cette force du corps humain, des hormones. On dit qu'on est des petits primates, mais là, on y est plus, hein, c'est vraiment ça. On est des primates, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je ne regrette pas. Enfin, franchement, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'avais quand même. Le fait de ne pas l'avoir fait juste après leur naissance, ça m'est resté quand même pendant longtemps jusqu'à ce que je fasse. Tu as réussi à réparer ta première décision, mais qui était la bonne au moment où tu l'as prise aussi. Enfin, tu l'as dit, t'étais en baby blues, c'était une naissance difficile. Enfin voilà, c'est au moment où t'as pris la décision, c'était la meilleure à prendre peut-être pour toi et ta santé mentale et ta santé physique. Et bon, la suite a fait que, et c'est beau. C'est vraiment. Je pense que je sais vraiment pas combien il y a de femmes qui font ça en France par an, mais vous êtes peu. Et vraiment, vous êtes des warriors, hein, bravo. T'as continué ça longtemps après de tirer ton lait? Une fois qu'elle a été opérée, est-ce que c'était toujours d'actualité ou comment ça s'est passé? Après l'opération, donc pendant l'opération, elle était hospitalisée, donc je le faisais pendant l'hospitalisation et j'ai continué après je voulais vraiment m'assurer que tout soit en ordre pour elle avant d'envisager peut-être d'arrêter ou de passer à autre chose. Donc jusqu'à 2 mois après, j'ai continué et puis après j'ai vu que tout était en ordre, qu'elle arrivait à s'alimenter, qu'elle a repris une alimentation normale, une vie normale. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Encore une fois, bravo Salma, c'est vraiment un parcours incroyable et je pense que c'est hyper inspirant. Moi, j'adore ces histoires
relactation, de lactation induite, parce que ça montre vraiment la force du corps humain. Et des fois, on lit des discours un peu extrémistes, je trouve, de si on rate une tétée, c'est foutu, enfin, des trucs vraiment là. Et en fait, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses quand on. Alors, évidemment, c'est pas des parcours faciles, mais le corps humain et la volonté des mères, des fois, fait des miracles. On peut parler de miracles, je pense. Toi, quel regard aujourd'hui tu portes sur toute cette expérience? Qu'est-ce qui en ressort? Alors, je suis je me sens, enfin, je suis fière quand même. Je suis très contente de l'avoir fait et je ressens de la fierté parce que j'ai eu un parcours tellement difficile avec elle au tout début. J'ai eu vraiment les premiers mois, alors les premiers jours, ça a été tellement compliqué que le fait d'avoir fait ça aussi, ça m'a permis de me rapprocher d'elle. Ça m'a permis quelque part aussi d'avoir, même si bon, oui, j'ai confiance en moi autant que maman, mais de l'avoir vraiment, parce qu'avec tout ça, je culpabilisais, je me disais bon bah mes filles, voilà, j'aurais pu le faire avant, et c'est vrai que ça m'a aidé aussi à sortir de tout ça, à prendre bien ma place avec mes filles, à me sentir bien avec elles, à ce qu'elles se sentent bien avec moi aussi. Alors peut-être que sans ça, ça aurait été, on aurait trouvé le chemin pour arriver à ça. Mais je suis tellement contente de l'avoir fait, de les avoir allaités, de me dire que je l'ai fait et que surtout pour une de mes jumelles, c'était un peu une question de vie ou de mort. Enfin, on peut se le dire comme ça parce qu'elle était vraiment dans un état de santé très très compliqué. Et je suis contente de l'avoir fait. Je ne le regrette pas. C'était beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de pleurs aussi à des moments. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je suis très contente et fière de l'avoir fait. Bravo. Et tu l'as dit dans ta présentation, tu es docteur en pharmacie de formation et aujourd'hui tu fais autre chose. Est-ce que c'est suite à toute cette expérience de parentalité que tu t'es entre guillemets réorientée ou c'était déjà le cas avant? Ça s'est ancré encore plus, ça s'est révélé plus à moi suite à tout ça. Parce que du coup, j'ai dû faire appel à des parties de moi que je ne connaissais pas, j'ai dû faire appel à un peu plus d'instinct, un peu plus toute une version de moi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pendant cette période. Donc je me suis un peu redécouvert lors de cette expérience de parentalité qui a été difficile, et c'est vrai que ça m'a changée, et aujourd'hui je veux aider d'autres femmes aussi qui ont des trajectoires ou des parcours compliqués. Et aujourd'hui, toi, tu donnerais quel conseil à une mère qui veut se lancer dans l'aventure de la relactation? Ce que je voudrais dire à une maman qui voudrait tester, qui voudrait faire de la relactation ou l'induction de lactation, des choses comme ça, c'est que si l'instinct y est, si l'amour y est, si l'envie y est, c'est vraiment d'essayer, mais pas d'essayer seul comme ça. Il faut bien se renseigner, il faut être entouré pour vraiment mettre toutes les chances de son côté, parce que ce n'est pas non plus un parcours qui est facile. Il y a beaucoup d'obstacles. On peut ressentir du désespoir à des moments, du découragement, parce que bon, voilà, on va se retrouver avec un tire-lait sur les seins pendant quand même un sacré bout de temps sans forcément voir une goutte de lait arriver. Ça, il faut s'y attendre, et que voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie du parcours, donc ça m'étonnerait que voilà, quand on arrive à faire une relactation et que pendant jusqu'à 1 mois et demi, parfois ça met jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois pour que les premières gouttes reviennent, c'est de se dire pendant 2 mois tout va bien, je fais ça dans la joie, je suis positive tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été positive moi tout le temps. Ça a été très très compliqué à des moments. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, il y a eu des moments où j'ai ressenti beaucoup de découragement, et c'est à ces moments-là où il faut se rappeler pourquoi on le fait. C'est pour ça c'est très très important de se renseigner et de se faire accompagner si possible, voilà, pour vraiment avoir toutes les clés en main et mettre toutes les chances de son côté pour vraiment réussir à faire ça. En tout cas, ça vaut le coup à tester, à faire, voilà. Et je crois qu'on peut vraiment étiqueter toute ton histoire avec le terme instinct maternel, parce que là, il est fort, il est vraiment puissant, et j'ai l'impression que ça a guidé tout le processus. Et donc, on peut faire appel à toi pour toutes les problématiques, pour se faire accompagner avant la naissance, après. Alors,
Alors, mon accompagnement, c'est pas forcément sur l'allaitement. Oui, d'accord. Oui, non, Pour le coup. Ça fait tout. Mais c'est plus sur des parcours de maternité compliqués, sur des désirs de grossesse quand on n'arrive pas à avoir des enfants, ou pour celles qui tombent enceintes et elles sont dans le stress, dans l'angoisse. Ou bien après aussi quand l'angoisse l'emporte, quand l'émotionnel l'emporte et qu'on n'arrive pas vraiment à se connecter à notre version de nous, maman ou future maman, c'est là où j'interviens. C'est là où j'arrive le plus et le mieux à aider les femmes à traverser ça et à se retrouver elles-mêmes et pouvoir vraiment vivre les choses sereinement. Ok, je pense que tu es une bonne personne pour faire ça. On mettra le lien vers ton compte Insta si les gens veulent venir te contacter ou ont des questions par rapport à tout ça. Encore une fois, merci Salma. C'est un vrai plaisir de t'écouter et d'écouter cette histoire qui pourrait être tragique, qui finit hyper bien, qui encore une fois a été portée par un instinct de mère, par une volonté... Waouh, je sais pas si je pourrais. Encore une fois, on se dit ça à chaque fois avec Cassandre, mais quand il y a des trucs un peu extrêmes, on est là, mais waouh. Et nous, on se plaint, alors qu'en fait, t'es trop forte. Donc vraiment, merci d'être venue partager ton expérience. Je suis sûre que ça va inspirer d'autres mamans. Et on te dit peut-être à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment à Salma pour son témoignage sincère, courageux et profondément touchant. Bon, désolée, moi j'étais pas très présente lors de l'interview parce que je gérais mon fils qui avait une varicelle de l'espace, mais j'étais là, j'ai tout entendu et surtout le courage et la détermination de Salma m'ont profondément touchée. La relactation, ce n'est pas un chemin facile ni toujours linéaire, mais c'est la preuve qu'avec du soutien, de l'information et beaucoup d'amour, tout ne s'arrête pas forcément quand on croit que c'est terminé. C'est ce que nous rappelle l'histoire de Salma, c'est que l'allaitement ne se résume pas à un début et à une fin bien cadrée. C'est un lien vivant, évolutif, qui peut parfois reprendre quand on ne l'attend plus. Et surtout, que chaque parcours mérite d'être écouté et respecté, quel qu'il soit. Et bientôt, nous suivrons Emma, une autre maman qui tente une relactation en nous partageant son expérience au fil des semaines, du début de sa relactation à, on l'espère, un allaitement maternel. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.